Et donc, à la demande de Patrick Bismetti, on va intervertir deux présentations, mais il a certainement une très bonne raison. Donc, je vais le laisser parler. Donc, les recommandations pour la maladie thromboembolique veineuse, quoi de neuf en 2018, Patrick? Vous comprendrez avec mon deuxième topo pourquoi j'ai inversé les ordres. Bonjour à tous, encore une fois, ravi d'être avec vous. Et Isabelle a largement dévoilé un des chapitres des recommandations qu'on m'a demandé de synthétiser. C'est un travail qui n'est pas encore publié, qui a déjà été présenté, qui a été coordonné par Olivier Sanchez. C'est un gros travail, 350 pages, 750 références, plus de 100 tableaux et figures, et qui fait un gros survol en dehors d'indications très très spécifiques de cette pathologie, allant jusqu'à la grossesse, la thrombolyse dans la grossesse et plein d'autres situations. Et il y a un très très beau travail sur le diagnostic, sur des localisations particulières, sur la thrombose et le cancer. Et je vais m'attacher à deux de ces chapitres et faire un petit focus là-dessus. C'est la prise en charge initiale de la pathologie et puis la durée optimale, parce que c'est probablement là qu'on nous attendait et les grosses questions qu'on se pose encore aujourd'hui dans cette pathologie. Alors, l'idée, c'est, pour la prise en charge initiale, c'est stratifier le risque et être sûr qu'on va déclencher nos stratégies de prise en charge des patients à bon escient. Et la première question qu'on se pose quand arrive une embolie pulmonaire, c'est quelque chose que vous aviez connu avec la Société européenne de cardio, mais qu'on a largement endossé dans ses recommandations, c'est est-ce qu'il y a une hémodynamique instable ou pas ? Une fois que vous avez répondu à cette question et que le patient n'est pas en état de choc ou a une tension artérielle qui tient la route, la deuxième question, c'est utiliser un score. On en propose deux. J'ai repris l'EPESI, simplifié. C'est un score ultra simple. Est-ce qu'il y a un cancer? Est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire? Puis après, vous prenez les panneaux de limitation, 80, 90, 100, 110. 80, c'est pour l'âge. 90, la saturation. 100, la tension artérielle. 110, la fréquence cardiaque. S'il n'y a aucun de ces critères, le patient est à faible risque. S'il y a au moins un de ces critères, vous continuez dans la démarche et on fait une évaluation du retentissement cardiaque droit avec des enzymes d'un côté, NT-proBNP, BNP ou troponine, celle que vous voulez, et une évaluation du diamètre du ventricule droit, soit sur le scanner directement si vous avez fait le diagnostic de l'embolie pulmonaire par scanner, soit sur une échographie cardiaque. Et avec tous ces éléments-là, on est capable de vous faire une stratification du risque sur la mortalité précoce. Si le patient est en état de choc, plus de 10% des patients vont décéder à l'hôpital malgré le traitement anticoagulant et les stratégies qu'on utilise. Si le patient est à très faible risque, à un SPSI égal à 0, il a moins de 2% de décédés à l'hôpital, enfin précocement. Et puis au milieu, il y a le gros paquet intermédiaire, et soit il a un VD dilaté et des enzymes élevées, il a un risque intermédiaire fort, pas loin de 10% de mortalité, soit il n'a qu'un seul des critères, VD dilaté ou enzyme élevé, et c'est un intermédiaire bas avec une mortalité inférieure à 5%. À quoi ça nous sert, ça? En fait, ça nous permet de savoir ce qu'on va donner comme traitement au patient et où on le met. La première réponse à ça, c'est entre les différentes strates du risque. Si vous êtes avec un état de choc, il va en réanimation. Si vous êtes devant une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé, il va dans une unité spécialisée qui sait gérer ça, suivant de la surveillance continue. Si vous êtes à un risque intermédiaire bas, dans une unité conventionnelle. Et si vous êtes à faible risque, on peut envisager un traitement ambulatoire de l'embolie pulmonaire. La deuxième chose à laquelle ça sert, c'est est-ce que vous thrombolysez les patients, quelle que soit la façon de les thromboliser. L'intermédiaire élevé, il n'y a pas photo, il faut y aller parce que le traitement anticoagulant n'est pas suffisant. Si vous êtes intermédiaire fort, on se pose des questions. Il y a une étude PETO qui montre un bénéfice, mais au détriment d'un risque hémorragique inacceptable. Et donc pour le moment, on recommande de plutôt pas l'utiliser. Mais on va faire PETO 3, Guy Meyer à la tête de cette étude, en utilisant des doses intermédiaires réduites d'actylyse, probablement pour diminuer le risque hémorragique tout en conservant l'efficacité. Puis bien sûr, intermédiaire faible et risque faible, pas de thrombolyse.
Et enfin, avec quoi vous les traitez comme anticoagulants? Si vous êtes en réanimation et que vous faites de la thrombectomie ou de la thrombolyse, l'héparine non fractionnée. Si vous êtes en intermédiaire élevé, c'est vous pressez pas pour introduire un traitement oral, stabilisez le patient, assurez-vous qu'il va bien aller en gardant un traitement injectable, plutôt d'héparine de bas poids moléculaire. Puis on fait à 48 heures un passage aux formes Péros. Et pour les intermédiaires bas et les faibles, vous attaquez comme vous le faisiez avant ou directement par les AOD, HBPM AOD, HBPM AVK ou AOD d'emblée. Et ça, c'était l'embolie pulmonaire. Pour ce qui est de la thrombose veineuse profonde, vous avez mes diapositives, je passe un petit peu vite. Il est détaillé quels sont les critères qui vous permettent de traiter généralement une thrombose veineuse profonde proximale en ambulatoire, mais il y a certaines situations qui nécessitent une hospitalisation. Elles ont été décrites ici. C'est l'insuffisance rénale sévère, c'est les comorbides sévères, c'est les patients qui ont un syndrome expressif majeur chez qui on pourrait éventuellement se poser la question d'un geste. C'est une récidive sous traitement anticoagulant, c'est des patients chez qui on a de grosses précautions. Puis bien sûr, quand vous avez un contexte social défavorable. Ensuite, dans ces recommandations, il vous est dit de ne pas gérer une suspicion d'embolie pulmonaire en ambulatoire, parce qu'il y a la stratification du risque à faire, où on met les embolies pulmonaires en fonction de leur risque, et que si vous faites du traitement ambulatoire de l'embolie pulmonaire, on passe dans ce qu'on appelle une filière spécialisée. Et ce chapitre est particulièrement bien décrit. C'est un travail auquel tu as largement participé il y a quelques mois, Victor. Et ce parcours de soins, il vous est décrit ici. Le diagnostic est fait dans une structure hospitalière, quelle qu'elle soit. Si le patient est mis en situation de traitement ambulatoire, s'il sort très précocement, il est conseillé de faire une consultation dans les 3 premiers jours, on verra pourquoi, puis une consultation au moment du traitement d'entretien à 1 mois, puis à 3 et 6 mois, puis une consultation annuelle. La consultation en urgence est celle qui vous permet de faire le diagnostic et de mettre en route le traitement initial. À 72 heures, si la prise en charge n'a pas été spécialisée, c'est de confirmer le diagnostic. On voit tellement d'erreurs sur la lecture des scanners que ça vaut le coup de les reprendre parce que de temps en temps, on a des diagnostics à tort. Ça permet de s'assurer que la stratégie thérapeutique était bonne et puis ça permet de définir le plan de soins. À 1 mois, on s'assure que les changements thérapeutiques ont été faits. Je vous rappelle qu'avec les AOD notamment, on change de posologie à 7 jours pour l'apixaban, à 21 jours pour le rivaroxaban. Et puis quand on fait un relais AVK, il n'est généralement pas fini quand vous avez traité un patient en ambulatoire. On s'assure que le bilan étiologique est démarré, que vous avez prescrit vos examens pour savoir si le patient notamment a un cancer occulte sous-jacent. Et puis on fait un débriefing du patient. Généralement, l'embolie pulmonaire, il y a une dizaine d'années, c'était à l'hôpital au moins 10 jours d'hospitalisation et puis de temps en temps des patients cloués au lit. Aujourd'hui, on leur dit, vous avez une embolie pulmonaire, vous prenez un comprimé matin et soir et vous revenez me voir dans 1 mois. C'est particulièrement stressant. Ils ont dans leurs habitudes complètement autre chose. C'est stressant pour les médecins traitants, référents, et donc il faut débriefer. À 3 mois, on vérifie le bilan étiologique, on détermine la durée optimale du traitement, et j'y viendrai dans quelques temps, et puis la surveillance annuelle, c'est si vous partez sur du traitement au long cours. Et puis bien sûr, à 3 mois et 6 mois et 1 an, on évalue les séquelles, et notamment la dyspnée d'effort, et éventuellement des séquelles pulmonaires ou syndrome obstructif. Et il est recommandé de faire, si le patient est dyspnéique à 3 et 6 mois, de faire une scintigraphie, une échographie cardiaque à la recherche d'un cœur pulmonaire chronique. Il est aussi écrit dans ces recommandations, et c'est plutôt intéressant, c'est que si vous avez une probabilité forte de la maladie, vous pouvez démarrer le traitement immédiatement. Si la probabilité est intermédiaire, vous savez qu'on se sert de score pour ça, vous pouvez démarrer immédiatement le traitement sans attendre la confirmation du diagnostic si vous ne pouvez pas l'obtenir dans les 4 heures. Et si c'est une probabilité faible, vous y pensez mais pas en n'étant pas convaincu, vous pouvez démarrer le traitement si vous ne pouvez pas avoir l'examen qui confirmera ça dans les 24 heures. On vous dit que les AOD sont enfin des médicaments qu'on prescrit en première intention. Ça avait été pris par un peu moins net par l'ESC, c'est maintenant clairement écrit, et puis l'HAS a confirmé ça tout récemment, sauf bien sûr si vous avez une insuffisance rénale sévère ou une instabilité hémodynamique. Et puis on vous dit de déterminer le caractère provoqué ou non de la maladie. À quoi ça sert de faire ce truc-là? On revient toujours à cette courbe. C'est qu'en termes de récidive, le caractère provoqué ou non va nous donner une forte indication sur la durée de traitement. Et vous voyez, quand on a une phlébite, une embolie pulmonaire sans facteur déclenchant, non provoqué, le taux de récidive quand on arrête le traitement est très très important.
Quand vous avez une chirurgie qui provoque la phlébite ou l'embolie pulmonaire, une fois que vous arrêtez le traitement au bout de 3 mois, le taux de récidive est quasi nul et donc les durées pourraient être courtes. Puis au milieu, vous avez les facteurs mineurs, comme toujours, vous avez les extrêmes, puis un gros paquet au milieu, et on va essayer de définir un petit peu tout ça. Les facteurs transitoires majeurs, c'est ceux qu'on appelle l'embolie pulmonaire provoquée, c'est une chirurgie, c'est une immobilisation pour une affection médicale aiguë, c'est un traumatisme avec immobilisation, et vous voyez apparaître, et c'est la nouveauté de 2018, grossesse, postpartum, contraception œstroprogestative, traitement hormonal substitutif. Isabelle vous a parlé de la grossesse et du postpartum, vous avez dit que c'était un traitement court. Pourquoi ? Parce que c'est un facteur déclenchant majeur, et je vous parlerai dans quelques temps de la contraception œstroprogestative. Vous avez des facteurs persistants majeurs, c'est le cancer, c'est le syndrome des amphiphospholipide. Tant que la maladie persiste, il faut traiter au long cours. Et puis, des non provoqués sans facteurs majeurs, persistants ou transitoires, c'est un gros paquet. Et puis, il y a des facteurs d'allongement, je ne vais pas m'étendre parce qu'on va y passer beaucoup, on y passerait beaucoup trop de temps, mais très clairement, quand vous avez thrombolisé une embolie pulmonaire, on aura du mal à arrêter le traitement à 3 mois, même si elle était survenue après une chirurgie, on est plutôt enclin à durer un petit peu le traitement. Puis il y a des facteurs de diminution, bien sûr si vous êtes face à un patient qui a un risque hémorragique élevé, un chuteur, une hypertension pas très bien contrôlée, on aura tendance à plutôt raccourcir. Et puis vous voyez que dans ces facteurs de diminution apparaît un score, qui est le score RDOE2. Il va être repris dans les recommandations un peu plus loin, c'est pour ça que je le détaille. Ce score RDOE2, très simplement, les hommes sont à risque de récidive. Toutes les études vont dans le même sens, 2 fois plus à risque que les femmes, en moyenne. Et ce score, les hommes sont à risque, et pour les femmes, on a déterminé 4 critères. C'est un syndrome post-thrombotique, ou une insuffisance veineuse si vous voulez, des dédimères sous traitement anticoagulant supérieur à 250 picogrammes par millilitre, un âge à plus de 65 ans, une obésité. Si vous avez 2 ou plus de ces critères, c'est une femme à risque élevé de récidive. Si vous avez 1 ou 0 de ces critères, femme à risque faible. Et les chiffres qui vous sont donnés dans l'étude de validation, vous voyez les hommes, on est à plus de 7%, 8% de récidive par an quand on arrête le traitement. Chez les femmes qui ont un score élevé, on est à peu près dans les mêmes eaux, et chez les femmes qui ont un score faible, à 3%. Ça vous explique pourquoi on a préconisé ce score dans les recommandations, parce que le risque était faible et qu'on fera probablement un traitement court. Ce qui est un peu plus marquant encore dans cette étude, plutôt que d'utiliser ce score, c'est que les femmes avant 50 ans récidivent très très peu, et les femmes au-delà de 50 ans récidivent beaucoup. Alors, dans les recommandations, il apparaîtra soit d'utiliser le score, soit de se positionner avec l'âge à 50 ans. Et voilà ce que ça donne en termes de durée de traitement. Vous avez un facteur déclenchant majeur transitoire, durée de traitement 3 à 6 mois, plutôt les AOD, comme ça vous a été recommandé, pour ce traitement-là. Soit vous avez une femme avec un score RDOE2 faible, soit elle a moins de 50 ans, sans facteur persistant majeur, et le traitement est 6 mois maximal, et plutôt les AOD pleine dose, puisque le risque de récidive est faible. Quand le risque est modéré, c'est un homme avec une première épisode non provoqué, sans facteur persistant ni transitoire majeur, ou c'est une femme non provoquée avec un score élevé ou plus de 50 ans, 6 mois de traitement ou non limité. Pour les 6 premiers mois, on vous préconise les AOD pleine dose plutôt que les AVK. Pour les 6 mois suivants, plutôt les AOD pleine dose. Est ouverte la porte aux AOD à dose réduite et pour une durée indéfinie. Et enfin, quand le risque est élevé, ça correspond à des patients qui ont un cancer actif, masse tumorale détectable, un traitement en cours, un syndrome des antiphospholipides, un premier épisode non provoqué avec une thrombophilie majeure, un déficit en antithrombine, et on est pour une durée de traitement non limitée avec un haut grade de recommandation. Si c'est un premier épisode non provoqué avec un facteur déclenchant majeur ou s'il y a un cœur pulmonaire chronique, on est plutôt sur du non limité et c'est le grading qui change. Et pour traiter ces gens-là, pour le cancer, c'est les héparines de bas poids moléculaire pendant les 6 premiers mois. Au-delà des 6 mois, si on peut continuer les HBPM, on y va. Sinon, c'est plutôt les AVK pour le moment. Les AOD, les études sont en cours. Isabelle est à la tête d'un très beau projet dans ce contexte. Si c'est un syndrome des antiphospholipides, on l'avait évoqué hier, il n'y a pas de place pour les AOD aujourd'hui, c'est les AVK. Pour le reste, c'est plutôt AOD pleine dose, sauf pour le cœur pulmonaire chronique où pour le moment on est un petit peu limité.
Voilà le tour d'horizon que je voulais vous faire sur les recommandations 2018. Merci beaucoup, c'était très très clair, des diapos très didactiques. Des questions? Pour lancer le débat, est-ce que tu vois les choses de la même manière quand tu as une embolie pulmonaire ou quand tu as une thrombose veineuse proximale, par exemple? Parce qu'on dit que les EP, dans la 80% des cas, refont des EP et les thromboses veineuses font plutôt des thromboses veineuses. Est-ce que c'est toujours d'actualité ce principe et est-ce que ça change un peu ton attitude dans les cas un peu borderline que tu as évoqués? Assez peu en fait. Alors, le fait que ce soit une embolie pulmonaire m'incitera à prolonger un petit peu plus que si c'est une thrombose proximale, si j'ai facteur d'allongement assez peu codifié. La raison, elle est simple. En termes de fréquence de récidive, c'est exactement la même chose. Ça récidive avec la même fréquence. Par contre, comme tu l'as évoqué, quand on a commencé par une embolie pulmonaire, quand on récidivera 8 fois sur 10, c'est une embolie pulmonaire. Quand on a commencé par une thrombose veineuse profonde proximale, quand on récidive 8 fois sur 10, c'est une thrombose proximale. Donc on peut se dire c'est moins dangereux de récidiver dans un cas et c'est beaucoup plus dangereux de récidiver dans l'autre. Mais en fréquence, c'est pareil, c'est la gravité. Et puis, quand on récidive par une embolie pulmonaire, la mortalité est élevée. On est à plus de 10% de létalité. Quand on récidive sous la forme d'une thrombose veineuse profonde proximale, la létalité elle est quasi nulle. Donc voilà pourquoi on pourrait allonger. Mais en termes de fréquence, c'est la même chose. Donc pour la durée de traitement, quand on est du non provoqué, on est plutôt sur de l'indéfini, quel que soit le critère. D'autres questions? Alors, la question du voyage au long cours, là, qui avait été posée tout à l'heure, mais tu as certainement eu aussi, parce qu'on parle toujours de l'avion, mais on a des cas tous les étés, des patients qui font de la voiture au long cours ou du train au long cours. Est-ce qu'il y a des facteurs de déshydratation qui se rajoutent? C'est possible. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé aussi? Est-ce que tu considères ça aussi comme un facteur provoqué ou tu dis non? Je ne regarde que s'il y a avion et puis c'est tout. On les a classés dans les mineurs. Et les mineurs et les non provoqués ont à peu près les mêmes recommandations en termes de durée de traitement. Donc là, aujourd'hui, on est un petit peu plus clair. Et Einstein Choice et Einstein viennent d'être revisités tout récemment par Martin Prince. Et ces thromboses avec des facteurs déclenchants ou persistants mineurs récidivent presque à la même fréquence qu'une non provoquée dans ces études-là. Donc vraiment, mineurs non provoqués, même combat. Et très clairement, le trajet de plus de 8 heures fait partie des mineurs. Il se trouve que je fais de la médecine aéronautique à des heures perdues et qu'on discute avec les gens qui s'occupent des autres pathologies de transport. Et ce qui est en cause, comme vous le suggérez, c'est la station assise maintenue et de manière inconfortable. En général, dans les trains modernes, on se lève, on bouge, ce qui n'est pas forcément le cas des avions dans les cabines arrière. Et il en est de même en voiture. Il est rare qu'on reste 8 heures assis dans un siège inconfortable. Mais c'est la notion qui paraît être mise en avant pour expliquer la moindre sévérité, la moindre occurrence. C'est pour ça qu'on fait des sessions de 90 minutes et qu'il ne faut pas qu'on déborde. Donc nous allons enchaîner sur la session suivante, la présentation suivante. Merci beaucoup Patrick et à tout à l'heure.